Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. J'ai serré mes genoux l'un contre l'autre sous le comptoir de la pharmacie. La sueur perlait à la racine de mes cheveux malgré la climatisation agressive du bâtiment. Après 9 heures de service, sans une seule pause, la douleur dans le bas de mon abdomen s'était transformée d'un simple inconfort en quelque chose qui frôlait la torture. Chaque client qui s'approchait du comptoir recevait mon sourire d'usage, mais à l'intérieur, je comptais les secondes, respirant à travers des vagues de pression. « Prochaine ordonnance, s'il vous plaît », ai-je appelé, la voix tendue tandis que je faisais signe à l'homme âgé, serrant son ordonnance papier. Mon badge indiquait « Claire », mais à cet instant, je n'étais même pas sûre de me souvenir de qui était cette personne. Quand il y eut enfin une accalmie dans la file, j'ai saisi ma chance. J'ai marché rapidement à travers la pharmacie jusqu'à l'endroit où se tenait Denise, son carré platine se balançant tandis qu'elle prétendait vérifier les comptes d'inventaire. Tout le monde savait qu'elle ne faisait que patienter jusqu'à sa prochaine pause cigarette. « Denise » dis-je, gardant ma voix professionnelle malgré l'urgence. « J'ai besoin d'utiliser les toilettes. Cela fait 9 heures, elle ne leva pas les yeux de son presse-papier. Et il me faut la clé. » Les toilettes du personnel de la pharmacie nécessitaient une clé spéciale à laquelle seuls les responsables avaient accès. Soi-disant pour des raisons de sécurité impliquant les zones de stockage des médicaments, mais tout le monde savait qu'il s'agissait de contrôle. Denise leva finalement les yeux, balayant du regard la zone d'attente où 3 nouveaux clients venaient de rejoindre la file. « Tu vois tous ces gens, ils ont besoin de leurs médicaments pour le cœur, de leur insuline. Tu crois qu'ils ont envie d'attendre pendant que tu prends ta pause pipi ?» Elle tapota sa poche où je pouvais voir le contour de la clé des toilettes. « Tu peux te retenir ou rentrer chez toi sans être payé. C'est ton choix. » L'humiliation brûlait plus fort que la douleur dans ma vessie. 2 préparateurs en pharmacie à proximité se sont soudainement intéressés de très près au comptage des pilules. « Mais je n'ai pas eu une seule pause aujourd'hui, » ai-je murmuré, détestant la note suppliante dans ma voix. « Je suis là depuis l'ouverture. »« Alors tu aurais dû y aller avant ton service, » répondit-elle, se détournant. De plus, je les ai verrouillés plus tôt pendant les entretiens d'évaluation. On ne peut pas avoir le personnel qui va et vient quand on discute de questions sensibles. Ces entretiens d'évaluation n'étaient que Denise critiquant le personnel junior jusqu'à ce qu'il pleure. Un de ses passe-temps, le mien était prévu pour demain. « Ce n'est pas juste inconfortable, » dis-je, baissant la voix. « C'est dangereux. Je ne peux pas me concentrer correctement sur la délivrance des médicaments. » Denise se retourna, plissant les yeux. « Es-tu en train de suggérer que tu pourrais commettre des erreurs avec les ordonnances des patients? Cela me semble être un motif de licenciement immédiat. » La menace planait là, claire comme le jour. J'avais un loyer à payer la semaine prochaine et à peine 200 € d'économie. « Je vais gérer, » dis-je, retournant à ma station. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je comptais des comprimés d'un médicament. 3 ans que je travaillais sous la direction de Denise, la regardant détruire systématiquement le lieu de travail, tout en construisant sa réputation de prodige de la réduction des coûts. Heures supplémentaires obligatoires sans pause. Protocole de sécurité contourné pour booster les chiffres. Personnel réduit à des effectifs squelettiques. Tout cela pendant qu'elle encaissait des primes de performance qui finançaient la voiture de luxe garée sur la place réservée à l'extérieur. Les sacs à main de marque qu'elle s'assurait que tout le monde remarque, les photos de vacances qu'elle laissait accidentellement sur la table de la salle de pause. Alors que je remettais le sac d'ordonnance à un patient en attente, mon téléphone vibra dans ma poche. Je n'étais pas censée l'avoir sur moi pendant l'écart. Mais après qu'une collègue se soit effondrée par déshydratation l'été dernier parce que Denise avait mis en place une politique interdisant les bouteilles d'eau au poste de travail, j'avais commencé à enfreindre cette règle. Le message venait de mon ancienne collègue Sophie. « Tu as appelé ?» J'ai regardé Denise, qui sermonnait maintenant le nouveau préparateur à propos de l'alignement des étiquettes d'ordonnance. Ce que Denise ne savait pas, c'est que je comprenais notre système réglementaire mieux qu'elle. Pendant des mois, j'avais fait des recherches sur la législation pharmaceutique, les exigences de documentation et les procédures de signalement. Je savais exactement qui appeler et quoi dire. Et aujourd'hui, avec mon corps souffrant et ma dignité en lambeaux, j'avais finalement atteint mon point de rupture. Attendez, je devrais faire une pause ici un instant. Si cette histoire vous parle ou vous fait bouillir le sang, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous ont vécu des abus de pouvoir au travail.
Cliquez sur « J'aime » si vous avez déjà eu un patron qui traitait les besoins humains fondamentaux comme des inconvénients et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur la façon de s'opposer à l'injustice au travail. Croyez-moi, vous voudrez rester pour voir comment cela se termine. Mon nom est Claire Dubois et jusqu'à il y a 3 mois, j'étais une préparatrice en pharmacie senior dans une grande chaîne de pharmacies. J'ai 29 ans. Je suis divorcée avec une licence en biologie qui était censée être mon tremplin vers l'école de pharmacie avant que la vie ne se complique. Je suis orientée vers les détails à l'excès. Je code par couleur mes listes de courses et j'ai mon étagère à épices par ordre alphabétique. Cette attention aux détails me rendait excellente dans mon travail, mais signifiait aussi que je remarquais chaque raccourci que prenait Denise, chaque règle qu'elle contournait, chaque protocole qu'elle ignorait. J'ai commencé à la pharmacie après l'université. Le travail n'était pas glamour, mais il était stable, et j'étais fière de savoir que notre travail avait un impact direct sur la santé des gens. Mes 2 premières années sous l'ancien directeur, Thierry, avaient été positives. Il dirigeait un navire strict, mais traitait le personnel avec respect. Puis l'entreprise a restructuré, Thierry a été muté, et Denise est arrivée comme un ouragan. Dès le premier jour, elle a clairement indiqué que les métriques étaient tout ce qui comptait. Temps de préparation des ordonnances, temps d'attente des clients, ratio personnel-ordonnance. Elle a réduit notre équipe de 12 à 7 alors que notre volume d'ordonnances augmentait de 30%. Les pauses déjeuner sont devenues des articles de luxe. Les visites aux toilettes étaient traitées comme des échecs personnels. Et quiconque se plaignait voyait ses heures mystérieusement réduites la semaine suivante. Mais ce qui me troublait le plus n'était pas les violations du droit du travail. C'étaient les problèmes de sécurité. Les comptes de substances vénéneuses, stupéfiants, qui ne correspondaient jamais tout à fait, mais étaient ajustés dans le système au lieu d'être enquêtés. Les ordonnances vérifiées sans l'examen approprié du pharmacien pendant les périodes de pointe. Les médicaments sensibles à la température laissés sans réfrigération lorsque le camion de livraison arrivait pendant l'heure du déjeuner de Denise. J'ai tout documenté dans un petit carnet que je gardais dans mon casier. Non pas parce que je prévoyais d'être une lanceuse d'alerte, mais parce qu'une petite partie têtue de moi croyait que quelqu'un finirait par s'en soucier. Quelqu'un écouterait. Cette croyance est morte le jour où Julien s'est effondré. Julien était un stagiaire en pharmacie de 22 ans qui travaillait pour financer ses études pendant un samedi particulièrement en sous-effectif. Il avait travaillé 10 heures sans pause, remplissant des ordonnances à un rythme effréné sous l'œil vigilant de Denise. Quand il a finalement demandé 5 minutes pour manger quelque chose, Denise avait levé les yeux au ciel et avait dit « Si tu ne peux pas supporter la pression, la pharmacie de détail n'est pas pour toi. » 28 minutes plus tard, Julien s'est évanoui, se cognant la tête contre le coin du comptoir de délivrance. La coupure a nécessité 7 points de suture. Denise l'a rédigé comme négligence de l'employé due à une mauvaise planification des repas avant le service. J'ai rendu visite à Julien à l'hôpital cette nuit-là. Il m'a dit qu'il démissionnait. « Ça n'en vaut pas la peine », a-t-il dit, son visage pâle contre les oreillers blancs cassés blancs. « Aucun travail ne vaut ça. » Après le départ de Julien, j'ai commencé à me pencher sur les exigences réglementaires pour les opérations de pharmacie. J'ai passé mes soirées à rechercher les règlements de l'Ordre national des pharmaciens, les exigences de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, pour les substances contrôlées et les normes de sécurité au travail. J'ai pris des captures d'écran de nos tableaux de personnel, photographié les journaux de température et enregistré les moments où Denise outrepassait les protocoles de sécurité. Ce qui me ramène à ce jour-là, l'heure 9 de mon service. Vessie hurlante de soulagement, dignité en lambeaux. J'ai vu Denise disparaître dans son bureau et j'ai pris ma décision. Je me suis glissée dans la zone de stockage des médicaments où les étagères créaient un petit angle mort par rapport aux caméras de sécurité. J'ai sorti mon téléphone portable personnel avec des mains tremblantes. Pas pour appeler les ressources humaines. Elles s'étaient révélées inutiles par le passé. Pas pour me plaindre des pauses toilettes. Au lieu de cela, j'ai composé la ligne directe de la Division de la conformité de l'Ordre national des pharmaciens ou l'Agence régionale de santé, ARS. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une femme ne réponde. Ordre national des pharmaciens, Division inspection et contrôle. J'ai pris une profonde respiration.
Je dois signaler des pratiques de délivrance dangereuses et des violations de la gestion des substances vénéneuses à la pharmacie du District 14, site 237, à Paris. Ma voix était plus stable que prévu. Les patients sont en danger immédiat. Pouvez-vous spécifier la nature de ces violations? Le ton de la femme est passé de professionnel à alerte. Les comptes de substances vénéneuses sont modifiés dans le système informatique lorsque les comptes physiques ne correspondent pas. Des médicaments réfrigérés sont laissés à température ambiante. Des ordonnances sont vérifiées sans l'examen approprié du pharmacien pendant les périodes de forte affluence. Et des niveaux de personnel qui empêchent les employés de prendre les pauses légalement obligatoires, conduisant à des erreurs de délivrance potentielles. Elle a posé plusieurs questions spécifiques sur nos protocoles, notre volume, notre personnel. J'ai répondu honnêtement, fournissant les codes réglementaires exacts violés. Il ne s'agissait plus de pause toilette, il s'agissait de la sécurité des patients. Nous allons devoir enquêter immédiatement, a-t-elle finalement dit. Pouvez-vous fournir votre nom? J'ai hésité, pensant à mon loyer. Je préfère rester anonyme pour l'instant. Compris. Sur la base de ce que vous avez décrit, en particulier concernant les substances vénéneuses, nous allons mener une inspection inopinée aujourd'hui. Le site est-il actuellement ouvert? Oui, jusqu'à 20 heures. Merci pour le signalement. Nous prenons ces questions très au sérieux. J'ai raccroché, mon cœur battant si fort que j'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai remis mon téléphone dans ma poche et suis retournée au comptoir des ordonnances juste au moment où le téléphone de bureau de Denise sonnait. Je l'ai regardée à travers la cloison vitrée de son bureau pendant qu'elle répondait. Son expression s'est transformée d'irritation en quelque chose qui approchait de la panique. Elle s'est levée, faisant les 100 pas entre son bureau et la porte. Une inspection surprise aujourd'hui, mais c'est complètement inutile. Sa voix s'est élevée suffisamment pour que les clients lèvent les yeux de leur téléphone dans la zone d'attente. Elle a raccroché et s'est précipitée vers moi, où je remplissais les ordonnances. « Prends ta pause », a-t-elle dit, me tendant la clé des toilettes. Maintenant, 30 minutes, j'ai pris la clé, feignant la surprise. Je pensais que nous étions trop occupés pour les pauses. Vas-y, c'est tout. Son visage avait perdu son air suffisant habituel, remplacé par quelque chose de proche de la peur. Et quand tu reviens, vérifie que tous les comptes de stupéfiants correspondent parfaitement. Dans les toilettes, je me suis enfin soulagée. La douleur s'est estompée dans un vide béni. Je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai étudié mon reflet. Cernes sous les yeux injectés de sang, cheveux tirés à la hâte en une queue de cheval désordonnée. Je me reconnaissais à peine. À travers le mince mur, je pouvais entendre les appels téléphoniques frénétiques de Denise. « J'ai besoin de tout le monde ici. »« Oui, tout le monde. Je me fiche que ce soit ton jour de congé, Marc. Viens ici maintenant. L'ordre fait un audit surprise. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai pris mon temps pour me laver les mains, savourant chaque seconde loin du comptoir. » Par la minuscule fenêtre des toilettes, je pouvais voir le parking de la pharmacie où 3 véhicules d'allure officielle venaient d'arriver. Mon cœur s'est emballé, mais pas par peur, par un sentiment étrange et inconnu que j'ai mis un moment à identifier, l'espoir. Quand je suis revenue dans la pharmacie, Denise révisait frénétiquement des papiers au terminal informatique, cliquant sur des écrans de registre d'inventaire. Son maquillage, normalement impeccable, était taché autour de ses yeux, là où elle les avait frottés. Les feuilles de compte des stupéfiants des 3 derniers mois, a-t-elle dit, me poussant une pile de papiers sans lever les yeux. Assure-toi qu'elles soient en ordre. J'ai pris les papiers, notant comment ses mains tremblaient. Je vous ai entendu au téléphone. Est-ce que tout va bien? Juste une inspection de routine, a-t-elle marmonné, tapant toujours frénétiquement. Rien d'inquiétant. L'inspectrice a mentionné qu'ils amenaient quelqu'un de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM. Ai-je dit nonchalamment, arrangeant les papiers. Elle s'est figée, les doigts planant au-dessus du clavier. ANSM ? C'est impossible. Ils ne font pas d'inspection conjointe sans préavis. Pas quand des stupéfiants sont impliqués, ai-je répondu, me souvenant de la formulation exacte du manuel réglementaire que j'avais étudié. C'est une procédure standard s'il y a un rapport de divergence. Dois-je sortir les ajustements d'inventaire du mois dernier? Ses yeux se sont écarquillés avec une réalisation soudaine, dardant entre mon visage et les papiers dans mes mains. Tu ne ferais pas ça.
J'essaie juste d'aider avant qu'il n'arrive, ai-je dit, maintenant le contact visuel. Les comptes ajustés pour l'oxycodone de mardi dernier pourraient soulever des questions. La couleur a quitté son visage. Cet ajustement particulier avait été significatif. 20 comprimés dont on ne pouvait pas rendre compte. Denise avait simplement outrepassé le système et changé les chiffres, au lieu de déposer le rapport obligatoire auprès de l'ANSM. « Donne-moi ça », a-t-elle sifflé, m'arrachant les papiers des mains. « Va compter les patchs de fentanyl. » Maintenant, je me suis déplacée vers l'armoire des substances vénéneuses, la déverrouillant avec mon code. Par-dessus mon épaule, je pouvais voir Denise feuilleter frénétiquement les papiers, jetant occasionnellement un coup d'œil vers l'entrée. Les 40 minutes suivantes ont été un flou d'activités désespérées. Denise alternait entre menacer le personnel de se taire et les supplier de l'aider à organiser le PAP-tier. Elle a appelé 3 pharmaciens qui étaient en congé, les suppliant de venir. Elle a même essayé de convaincre le plus jeune préparateur, Antoine, de antidater les journaux de température. « Remplis juste les lectures d'hier », a-t-elle chuchoté, lui poussant un presse-papier. La direction a oublié d'envoyer quelqu'un pour vérifier les frigos. Antoine, un étudiant en pharmacie avec des problèmes d'anxiété qui pliait généralement sous la pression de Denise, nous a tous surpris en reculant. « C'est une falsification de documents », a-t-il dit, la voix tremblante. « Je pourrais perdre mon diplôme avant même de l'avoir. »« Tu n'as pas de diplôme », a claqué Denise. « Mon certificat », a corrigé Antoine. « Et peut-être mon avenir. » Denise s'est tournée vers moi, le désespoir clair dans ses yeux. « Claire, tu es là depuis le plus longtemps. Tu comprends comment les choses fonctionnent, je le comprends certainement, » ai-je répondu calmement. Les portes d'entrée se sont ouvertes et 3 personnes sont entrées, 2 femmes et un homme, tous en tenue professionnelle avec des badges officiels. La femme la plus âgée s'est avancée. « Je suis l'inspectrice Marie Duval de l'Ordre des pharmaciens », a-t-elle annoncé, montrant ses accréditations. Voici l'inspectrice Sophie Leroy, également de l'Ordre, et l'agent spécial Thomas Lambert de la NSM. Nous sommes ici pour mener une inspection inopinée de cet établissement. Denise s'est précipitée, son sourire de service client plaqué sur son visage. Bien sûr, nous sommes toujours heureux de coopérer avec l'Ordre. Si seulement vous nous aviez prévenus, j'aurais pu me préparer. Cela irait à l'encontre du but d'une inspection inopinée, a interrompu l'inspectrice Duval, son expression neutre mais ferme. Nous aurons besoin de voir vos registres de substances vénéneuses, vos journaux de délivrance, vos registres de température et les horaires du personnel des 3 derniers mois. Et nous aurons besoin de parler individuellement avec les membres du personnel, a ajouté l'inspectrice Leroy, ses yeux balayant la pharmacie. Bien sûr, a dit Denise, la voix mielleuse, bien que nous soyons assez occupés avec les patients, la sécurité des patients est précisément la raison pour laquelle nous sommes ici, a dit l'agent spécial Lambert. Sa voix était calme, mais portait une autorité qui a fait reculer légèrement Denise. Nous avons reçu des rapports préoccupants concernant des pratiques qui pourraient mettre le public en danger. Pendant les 3 heures suivantes, l'équipe d'inspection a examiné méthodiquement chaque aspect de nos opérations de pharmacie. Ils ont interrogé le personnel séparément dans le bureau de Denise, examiné les registres, vérifié les comptes de substances vénéneuses et observé nos conditions cadres de travail. Ils ont noté le tableau de personnel montrant mon service de 9 heures sans pause et ont demandé pourquoi un seul pharmacien était de service pour un volume qui en nécessitait clairement 2. Quand ce fut mon tour d'être interrogé, j'ai apporté mon petit carnet. J'ai documenté des irrégularités, ai-je expliqué, le faisant glisser sur le bureau à l'inspectrice Duval. Date, heure, incidents spécifiques, y compris des divergences de comptes de substances vénéneuses qui ont été ajustées au lieu d'être signalées. Elle a feuilleté les pages, son expression devenant de plus en plus grave. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Depuis que Denise a pris la direction il y a 18 mois, ai-je dit. Cela a commencé par des coupes de personnel, puis sauter les pauses pour maintenir les métriques, puis négliger les protocoles de sécurité, et enfin, j'ai montré le carnet. Les irrégularités des substances vénéneuses ont commencé il y a environ 6 mois. L'agent spécial Lambert s'est penché en avant. Avez-vous déjà été directement témoin d'un quelconque détournement de substances vénéneuses? J'ai choisi mes mots avec soin. Je n'ai jamais vu de médicaments retirés pour usage personnel, si c'est ce que vous demandez,
Mais j'ai été témoin de multiples cas où les comptes ne correspondaient pas et où les registres étaient simplement ajustés sans enquête ni notification. Et les conditions de travail? A demandé l'inspectrice Leroy. Le problème des pauses, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était ma 9e heure sans pause toilette, ai-je dit calmement. Denise a verrouillé les toilettes du personnel et a gardé la clé. Elle m'a dit que je pouvais me retenir ou rentrer chez moi sans être payée quand j'ai demandé à les utiliser. Leurs expressions m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. En soirée, ils avaient recueilli suffisamment de preuves pour agir. J'ai regardé par la fenêtre de la pharmacie tandis qu'ils escortaient Denise jusqu'au parking, parlant à voix basse et sérieuse. Elle a jeté un coup d'œil à la pharmacie une fois, ses yeux trouvant les miens à travers la vitre. Le regard de pure haine sur son visage m'a donné un frisson. Le directeur régional est arrivé peu après. Un homme d'apparence sévère, nommé Vincent, qui visitait rarement notre site. Il a passé 1 heure avec l'équipe d'inspection, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque minute. Quand ils sont finalement partis, il a rassemblé le personnel restant. « Je veux vous assurer que nous prenons ces découvertes très au sérieux », a-t-il dit, sans vraiment croiser le regard de quiconque. Denise a été mise en congé administratif en attendant une enquête plus approfondie. Pour l'instant, Nicolas du site du centre-ville viendra servir de pharmacien responsable par intérim. Nicolas était un pharmacien vétéran qui était dans l'entreprise depuis 20 ans. Il était connu pour faire les choses dans les règles. « Qu'en est-il des problèmes de personnel ?» ai-je demandé. « Nous fonctionnons à des niveaux dangereux depuis des mois. » Vincent s'est déplacé maladroitement. « Cela sera abordé. J'autoriserai les heures supplémentaires pour les 2 prochaines semaines pendant que nous évaluons les besoins en personnel. » Nous savions tous ce que cela signifiait. Ils avaient reconnu le problème, mais ne s'engageaient pas à embaucher plus de personnel, mais payaient simplement l'équipe squelettique existante plus pour continuer à travailler des heures insoutenables. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, à la fois exaltée et terrifiée. J'avais finalement agi après des mois de documentation silencieuse. Denise faisait face à de graves conséquences, mais je savais aussi que mon emploi pouvait encore être en danger. Les lanceurs d'alerte s'en sortaient rarement bien dans le monde de l'entreprise, quelles que soient les lois de protection. Mon appartement semblait plus vide que d'habitude ce soir-là. J'avais déménagé ici après mon divorce avec Étienne il y a 3 ans, passant de notre spacieux appartement à ce logement d'une chambre qui semblait toujours temporaire malgré mes tentatives d'en faire un foyer. Le silence pesait tandis que je réchauffais des restes de pâtes et faisais défiler les messages de collègues inquiets. « Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ ?» avait envoyé Antoine. Denise avait l'air prête à assassiner quelqu'un. Est-ce vrai que la NSM était là? Ceci de Léa, qui travaillait le matin. J'ai répondu à leurs questions vaguement, soudain consciente que tout ce que je mettrais par écrit pourrait potentiellement être utilisé dans toute enquête qui suivrait. Alors que je posais mon téléphone, il a sonné. Numéro inconnu. « Allô ?» ai-je répondu avec prudence. « Est-ce que Claire Dubois ?» Une voix de femme, professionnelle mais chaleureuse. « Oui, c'est moi. C'est la directrice régionale, Madame Catherine Leroy. J'appelle au sujet des événements d'aujourd'hui dans votre pharmacie, mon estomac s'est noué. Les directeurs régionaux n'appelaient pas personnellement le personnel à moins que quelque chose n'aille très mal ou très bien. Je comprends que vous avez fourni de la documentation aux inspecteurs aujourd'hui, a-t-elle poursuivi lorsque je n'ai pas répondu immédiatement. Oui, ai-je dit, ma voix semblant lointaine à mes propres oreilles. J'ai estimé que c'était nécessaire pour la sécurité des patients. J'ai examiné les conclusions préliminaires, a-t-elle dit. Elles sont pour le moins préoccupantes. J'aimerais vous rencontrer demain matin avant votre service, si c'est possible. Étais-je renvoyée, promue? Je ne pouvais pas le dire à son ton. Oui, ce serait bien, ai-je réussi à dire. Excellent. Mon bureau au siège régional à 8 heures. La sécurité vous attendra. Elle a fait une pause. Et Claire, merci pour votre courage. Tout le monde n'aurait pas fait ce que vous avez fait. L'appel s'est terminé, me laissant fixer mon téléphone avec confusion. Merci pour votre courage ne sonnait pas comme un prélude à la fin de contrat, mais j'avais appris à ne pas faire confiance aux platitudes d'entreprise. J'ai à peine dormi cette nuit-là, répétant ce que je dirais lors de la réunion, calculant combien de temps dureraient mes économies si j'étais renvoyée, me demandant si je devais contacter un avocat spécialisé en droit du travail.
Au matin, j'avais des cernes sous les yeux qu'aucune quantité d'anticernes ne pouvait cacher. Le siège régional occupait 3 étages d'un immeuble de bureaux vitré en centre-ville. Je n'y étais allée qu'une seule fois auparavant pour l'orientation des nouvelles recrues il y a 3 ans. Le garde de sécurité a vérifié mon identité, m'a remis un badge visiteur et m'a dirigé vers les ascenseurs. « 18e étage », a-t-il dit. « L'assistante de Madame Leroy vous rencontrera. » La montée en ascenseur m'a donné le temps de douter de chaque décision qui m'avait menée ici. Aurais-je dû garder le silence plus longtemps, rassembler plus de preuves, aller d'abord voir Vincent? Mais au fond, je savais que j'avais fait la bonne chose. La santé des patients et peut-être leur vie avaient été en danger. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur une zone de réception où un jeune homme en costume impeccable attendait. « Meslas Dubois, je suis Paul, l'assistant de la directrice Leroy. Elle est prête pour vous. » Il m'a conduite à travers un labyrinthe de bureaux jusqu'à un bureau d'angle avec des murs de verre et une vue sur la ville. Catherine Leroy s'est levée lorsque je suis entrée, tendant la main. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être au début de la quarantaine, avec une poignée de main ferme et des yeux vifs qui ne manquaient rien. « Merci d'être venue, Claire », a-t-elle dit, me faisant signe de m'asseoir sur une chaise en face de son bureau. « Café? Non, merci. » Mon estomac était trop noué pour envisager la caféine. Elle s'est assise, croisant les mains sur son bureau. « J'irai droit au but. Les violations documentées sur votre site sont parmi les plus graves que j'ai vues en 15 ans dans cette entreprise. Registres falsifiés, divergence de substances vénéneuses, violation du droit du travail, protocole de sécurité ignoré. » J'ai hoché la tête, attendant le « mais » qui signalerait mon renvoi. Au lieu de cela, elle a continué. L'Ordre des pharmaciens a déjà engagé des procédures qui pourraient affecter la licence de Denise. L'ANSM enquête sur les irrégularités des substances vénéneuses et notre propre équipe d'audit interne examine tous les registres du site des 2 dernières années. « Je comprends », ai-je dit, attendant toujours que le marteau tombe. Catherine m'a étudié un instant. « Vous êtes avec nous depuis 3 ans, n'est-ce pas? Vos évaluations de performance sous l'ancien directeur étaient exemplaires. » Thierry parlait très bien de vous. Thierry était un excellent directeur, ai-je dit avec prudence. Oui, il l'était. Nous n'aurions jamais dû le muter, a-t-elle soupiré. La vérité est claire que nous avons échoué. Nous avons échoué envers nos patients, notre personnel et nos obligations professionnelles en permettant que ces conditions continuent. La question est maintenant de savoir comment nous réparons cela. Elle a ouvert un dossier sur son bureau révélant ce qui ressemblait à un organigramme. Nous aimerions vous offrir le poste de responsable des opérations par intérim sur le site. Avec effet immédiat, je l'ai regardé fixement, certaine d'avoir mal compris. Responsable par intérim, moi, avec des niveaux de personnel appropriés et une rémunération ajustée, bien sûr, a poursuivi Catherine, me poussant un document. Ceci décrit les termes. Nous ajouterions immédiatement 2 préparateurs à temps plein et un autre pharmacien. Votre salaire de base augmenterait de 30% avec des primes de performance trimestrielles. J'ai jeté un coup d'œil aux chiffres et j'ai presque haleté. La rémunération était presque le double de ce que je gagnais actuellement. Je ne comprends pas, ai-je réussi à dire. Je ne suis même pas pharmacienne. Je ne suis qu'une préparatrice senior. Vous êtes une préparatrice senior qui a fait preuve d'un engagement extraordinaire envers la sécurité des patients et l'éthique professionnelle, a corrigé Catherine. Vous avez reconnu des problèmes graves, les avez documentés méticuleusement et avez agi lorsque cela était nécessaire malgré le risque personnel. Ce sont exactement les qualités dont nous avons besoin en leadership. Elle s'est penchée en avant. Le pharmacien responsable s'occuperait de toutes les tâches cliniques, bien sûr. Vous superviseriez les opérations, le personnel et la conformité. Nous vous associerons à Nicolas jusqu'à ce que nous trouvions un remplaçant permanent et vous fournirons une formation en gestion. Mon esprit a parcouru les possibilités et les problèmes. Qu'en est-il du personnel? Il pourrait m'en vouloir après ce qui s'est passé avec Denise. D'après ce que je comprends, la plupart d'entre eux étaient également victimes de son style de gestion, a dit Catherine. Mais s'il y a de la résistance, nous y ferons face. L'important est de rétablir les protocoles appropriés et de reconstruire le moral du personnel. J'ai pensé à Julien dans le lit d'hôpital, à Antoine subissant des pressions pour falsifier des documents, aux innombrables patients qui avaient reçu des médicaments délivrés par des préparateurs épuisés et pressés. J'accepte,
ai-je dit, me surprenant par la fermeté de ma voix. Mais j'ai des conditions. Catherine a levé un sourcil, mais a hoché la tête pour que je continue. Premièrement, amnistie complète pour tout membre du personnel qui suivait les instructions de Denise sous la contrainte. Aucune représaille contre quiconque parle aux enquêteurs. Deuxièmement, je veux examiner personnellement toutes les embauches pour les nouveaux postes. Nous avons besoin de personnes qui comprennent ce qui s'est passé et s'engagent à l'empêcher de se reproduire. Troisièmement, je veux une confirmation écrite qu'un personnel adéquat sera maintenu indépendamment des pressions budgétaires. Je m'attendais à de la résistance, mais Catherine hochait déjà la tête. Ces conditions sont raisonnables et correspondent à notre plan de remédiation. Autre chose? J'ai réfléchi un instant. Oui, je veux que Julien Mercier soit contacté et qu'on lui propose son poste à un taux plus élevé s'il est intéressé. Julien avait été l'un de nos meilleurs stagiaires avant son effondrement. Le jeune homme qui a été blessé, Catherine a pris note, considérait cela comme fait. 2 jours plus tard, je suis entrée dans la pharmacie, non pas en tant que préparatrice, mais en tant que responsable des opérations par intérim. L'ambiance était étrange, un mélange de soulagement, de curiosité et de lassitude. Certains membres du personnel évitaient le contact visuel, craignant peut-être l'association avec les pratiques de Denise ou ma dénonciation. D'autres se sont approchés immédiatement avec des questions sur les horaires et les procédures. Nicolas, le pharmacien responsable par intérim, s'est avéré être exactement ce dont nous avions besoin. Expérimenté, très rigoureux et complètement désintéressé par la politique de bureau. Je suis là pour m'assurer que les médicaments sont délivrés en toute sécurité et légalement, m'a-t-il dit lors de notre première réunion. Tu gères les gens et la paperasse. Je m'occupe de la pharmacie. Ma première semaine s'est déroulée dans un tourbillon de formation, d'entretien d'embauche et de correction du système. J'ai découvert des violations bien au-delà de ce que j'avais initialement documenté. Des médicaments périmés qui avaient été reconditionnés avec de nouvelles dates. Des transferts d'ordonnances traitées sans vérification appropriée. Des ordonnances de substances vénéneuses délivrées au-delà des limites légales. Chaque découverte a renforcé ma détermination à réparer ce que Denise avait cassé. À la 2e semaine, nous avions embauché 3 nouveaux préparateurs et un pharmacien à temps plein, portant notre personnel à des niveaux appropriés. La différence a été immédiate. Des temps d'attente plus courts, des pauses appropriées et, surtout, du temps pour vérifier réellement chaque ordonnance avec soin. Le personnel s'est progressivement habitué à mon leadership, surtout après avoir institué une politique de pause toilette sans poser de questions et établi un horaire formel de pause repas. De simples dignités humaines qui n'auraient pas dû être révolutionnaires, mais qui l'étaient. Julien a accepté notre offre de revenir. Maintenant, en tant que préparateur senior avec une augmentation substantielle, je n'étais pas sûre de retravailler un jour en pharmacie, a-t-il admis lors de son premier jour de retour. Mais quand j'ai appris ce que tu avais fait, j'ai voulu faire partie de la reconstruction de cet endroit. Antoine, le jeune préparateur qui avait refusé de falsifier les journaux de température, s'est épanoui une fois la peur des représailles de Denise levée. Il a lancé une initiative d'éducation des patients pour les personnes âgées qui est rapidement devenue populaire. Léa a pris en charge la gestion des stocks, mettant en œuvre un système de double vérification qui prévenait les erreurs. Mais tout n'a pas été facile. La direction a envoyé un défilé d'auditeurs, chacun plus minutieux que le précédent. L'ordre a poursuivi son enquête, interrogeant le personnel à plusieurs reprises, et les rumeurs sur Denise circulaient constamment. Elle avait été vue en train de parler à des avocats. Elle prévoyait de poursuivre l'entreprise. Elle déménageait dans une autre région. Je n'ai rien entendu directement jusqu'à 3 semaines après mon nouveau rôle, lorsqu'une lettre recommandée est arrivée à mon appartement. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Mise en demeure de cesser et s'abstenir. Commençait la lettre. Elle provenait de l'avocat de Denise et affirmait que je l'avais malicieusement diffamée avec de fausses accusations qui avaient irrémédiablement nui à sa réputation professionnelle. La lettre exigeait que je retire mes déclarations à l'ordre et à la direction de l'entreprise, ou que je fasse face à une poursuite en justice réclamant des dommages-intérêts supérieurs à 500 000 €. Je me suis assise à ma table de cuisine, lisant la lettre encore et encore, la peur se figeant dans mon estomac. Je ne pouvais pas me permettre une bataille juridique. Même avec mon nouveau salaire, j'avais à peine commencé à reconstruire mes économies après le divorce. Un procès pouvait me ruiner, même si je gagnais finalement.
J'ai appelé Catherine Leroy le lendemain matin, la voix tremblante alors que j'expliquais la situation. « Transmets-moi la lettre », a-t-elle dit calmement. « Notre équipe juridique s'en occupera. Tu agis en tant qu'employé, signalant des préoccupations légitimes de sécurité. L'entreprise couvrira tous les frais juridiques. » Je voulais la croire, mais le doute persistait. Les entreprises se protégeaient en premier. Si me jeter sous le bus devenait opportun, hésiteraient-elles? Cet après-midi-là, j'ai eu un autre choc. Alors que je révisais les demandes d'horaire dans mon nouveau bureau, l'ancien de Denise, Vincent, est apparu à l'embrasure de la porte. « Nous devons parler », a-t-il dit, fermant la porte derrière lui. Son expression était sombre. L'enquête de l'ANSM s'est étendue. Ils examinent toute la gestion des substances vénéneuses des 2 dernières années. Cela semble approprié, ai-je répondu avec prudence. Ils ont demandé tous les dossiers des employés, y compris le tien. Il a baissé la voix. Claire, est-ce que c'est vous que Denise t'a déjà demandé d'ajuster les comptes de substances vénéneuses? La question m'a frappée comme un coup physique. Êtes-vous en train de me demander si j'ai participé à la falsification des registres de l'ANSM? J'essaie de comprendre l'ampleur du problème, a-t-il dit, sans croiser mon regard. Denise affirme que le personnel commettait régulièrement des erreurs de comptage qu'elle devait corriger, que tout ajustement était dû à l'incompétence du personnel et non à une falsification délibérée. Elle essayait de rejeter la faute sur les préparateurs, sur moi. Vérifiez les journaux du système, ai-je dit. Ma voix était plus ferme que ce que je ressentais. Chaque ajustement a un horodatage et un identifiant de connexion. Vous constaterez que Denise a effectué les changements elle-même, généralement après les heures de travail, lorsque personne d'autre n'était présent. Et il n'y a jamais eu de documentation d'enquête sur les divergences, comme l'exigeant les règlements de l'ANSM. Vincent a hoché la tête, l'air soulagé. C'est ce qu'a montré la révision initiale. J'avais juste besoin de confirmer, après son départ. Je me suis assise à mon bureau en fixant le diplôme de pharmacien encadré au mur. Denise n'allait pas tomber sans se battre. Elle allait essayer d'entraîner tout le monde avec elle, à commencer par moi. J'ai à peine dormi cette nuit-là, imaginant les pires scénarios. Et si des preuves avaient été détruites? Et si Denise avait utilisé mes identifiants de connexion d'une manière ou d'une autre? Et si l'entreprise décidait que j'étais un passif plutôt qu'un atout? Mon téléphone a sonné à 6h30. Numéro inconnu. « Allô ?» ai-je répondu, le cœur battant la chamade. « Claire, c'est Nicolas. Ne viens pas aujourd'hui. La NSM est là avec la police. Ils saisissent les registres et les ordinateurs. »« Quoi? Pourquoi? » J'étais complètement réveillée maintenant. Je ne connais pas les détails, mais c'est grave. Ils ont mentionné des accusations criminelles. Sa voix est descendue à un murmure. Je crois qu'ils ont trouvé quelque chose d'énorme. J'ai passé la journée dans un état d'anxiété, vérifiant mon téléphone de manière obsessionnelle pour des mises à jour. Vers midi, Catherine a appelé. La NSM a trouvé des preuves que des substances vénéneuses étaient détournées via ta pharmacie, a-t-elle dit sans préambule. Des quantités importantes d'oxycodone et de patchs de fentanyl au cours des 18 derniers mois. Mon sang s'est glacé. Comment? Des ordonnances étaient entrées pour de faux patients, délivrés, puis annulés du système. Les médicaments n'atteignaient jamais les patients réels. C'est pour ça que les comptes ne correspondaient jamais, ai-je murmuré. Les pièces se mettaient en place. C'est pour ça que Denise ajustait l'inventaire au lieu de signaler les divergences. Exactement, la NSM pense que les drogues étaient vendues illégalement. Catherine a fait une pause. Denise a été placée en garde à vue ce matin. La nouvelle aurait dû apporter du soulagement, mais au lieu de cela, une nouvelle anxiété a fleuri. Et nous, pourrions-nous être impliqués? Les preuves indiquent clairement que Denise travaillait seule, peut-être avec des complices externes. Les ajustements du système ont tous été effectués sous sa connexion pendant les heures où elle était seule dans la pharmacie. La voix de Catherine s'est adoucie. Ta documentation a en fait aidé à prouver que les autres membres du personnel n'étaient pas impliqués. Tu devras faire des déclarations, mais vous n'êtes pas les cibles de l'enquête. Quand je suis finalement retournée au travail 2 jours plus tard, l'ambiance était sombre, mais résolue. Le personnel avait été interrogé de manière approfondie, mais comme Catherine l'avait prédit, les preuves montraient clairement que Denise avait agi seule au sein de la pharmacie. Elle avait un ensemble séparé de registres d'ordonnances.
a expliqué Nicolas alors que nous nous préparions à ouvrir. Elle entrait des ordonnances d'apparence légitime pendant les périodes de pointe où personne ne s'en apercevait, les traitait via l'assurance, puis les annulait du système et ajustait l'inventaire pour qu'il corresponde. Les drogues n'allaient jamais à de vrais patients. Mais où allaient-elles? A demandé Julien. Nicolas a secoué la tête. L'ANSM ne partage pas les détails, mais les rumeurs disent qu'elle travaillait avec quelqu'un à l'extérieur qui les vendait. La valeur marchande s'élèverait à des centaines de milliers d'euros. Les révélations m'ont stupéfiée. J'avais soupçonné Denise de prendre des raccourcis pour des primes d'entreprise, d'intimider le personnel, même de négligence dangereuse, mais pas d'être le centre d'un réseau de distribution de drogue. Cela expliquait ses sacs à main de marque, sa voiture de luxe, ses vacances coûteuses. Cela expliquait pourquoi elle avait été si désespérée d'empêcher une inspection. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons reconstruit les systèmes et la réputation. De nouveaux protocoles de sécurité ont été mis en œuvre. Une double vérification était requise pour toutes les substances vénéneuses. Le personnel a été formé pour reconnaître et signaler des schémas suspects. Le plus important, la culture est passée de la peur à la collaboration. 3 mois après l'inspection qui avait tout changé, j'ai reçu une autre lettre recommandée. Celle-ci provenait de l'Ordre des pharmaciens, demandant ma présence à l'audience de révocation de la licence de Denise. Je devrais témoigner de ce à quoi j'avais assisté. L'idée de faire face à Denise à nouveau m'a rempli d'effroi. Malgré ses accusations criminelles, malgré tout ce que nous savions maintenant de son opération, une partie de moi la craignait toujours. La partie qui se souvenait de s'être vue refuser la dignité humaine fondamentale, d'être menacée dans mes moyens de subsistance, d'être traitée comme jetable. La nuit précédant l'audience, je me suis tenue devant le miroir de ma salle de bain, répétant ce que je dirais. La femme qui me fixait semblait différente de la préparatrice épuisée et intimidée qui avait finalement atteint son point de rupture il y a des mois. Ma posture était plus droite. Mes yeux étaient clairs. Ma voix était ferme. Je ne faisais plus seulement survivre, je prospérais. Le lendemain matin, je suis entrée dans la salle d'audience avec ma documentation en main et le poids de la responsabilité sur mes épaules. Ce témoignage ne concernait pas seulement la punition de Denise. Il s'agissait de protéger les futurs patients de quelqu'un qui avait violé son serment professionnel de la manière la plus dangereuse. Alors que je prenais place à la table des témoins, j'ai vu Denise pour la première fois depuis le jour de l'inspection. Elle était assise avec son avocat, son carré platine, autrefois parfait, maintenant repoussé, montrant des racines sombres. Ses vêtements de marque remplacés par un costume conservateur qui ne pouvait cacher à quel point elle avait perdu du poids. Mais ses yeux, ils brûlaient toujours de la même fureur froide lorsqu'ils ont rencontré les miens. J'ai pris une profonde respiration et j'ai ouvert mon carnet, prête à dire ma vérité. La salle d'audience est devenue silencieuse lorsque le président du conseil m'a appelé à témoigner. 5 professionnels de la pharmacie au visage sévère étaient assis derrière une longue table, des dossiers ouverts devant eux. À ma droite, les doigts d'une sténographe planaient au-dessus de sa machine de sténographie. « Veuillez indiquer votre nom et votre poste pour le procès-verbal », a instruit le président. Claire Dubois, responsable des opérations à la pharmacie du district 14, cite 237. « Et quel était votre poste pendant la période où Madame Dupont était directrice de pharmacie? » Préparatrice en pharmacie senior. Pendant l'heure suivante, j'ai répondu aux questions méthodiquement, faisant référence à ma documentation chaque fois que nécessaire. J'ai décrit les violations de personnel, les journaux de température falsifiés, les comptes de substances vénéneuses modifiés. J'ai expliqué comment Denise avait créé une culture de la peur où remettre en question les pratiques signifiait risquer son emploi. Tout au long de mon témoignage, j'ai évité de regarder directement Denise, me concentrant plutôt sur les membres du conseil, mais je pouvais sentir son regard me brûler. Je pouvais sentir son ressentiment bouillonnant. Lorsque j'ai décrit le jour de l'inspection, l'heure 9 sans pause toilette, les toilettes verrouillées, sa menace de se retenir ou de rentrer chez elle sans être payée, plusieurs membres du conseil ont visiblement tressailli. « Et vous croyez que ces conditions de travail ont contribué aux erreurs de médication ?» a demandé un membre du conseil. « Je sais qu'elles l'ont fait », ai-je répondu fermement. Lorsque le personnel est physiquement mal à l'aise, se voit refuser les besoins fondamentaux et se précipite pour atteindre des métriques impossibles, des erreurs se produisent.
J'ai documenté 17 erreurs de quasi-incidents au cours de mon dernier mois de travail sous Madame Dupont. Quasi-incident signifie que les erreurs ont été interceptées avant d'atteindre les patients? La plupart ont été interceptées, pas toutes. J'ai dégluti difficilement. Un patient a reçu un anticoagulant à double concentration parce que la vérification a été précipitée. Il a été hospitalisé avec des complications hémorragiques. Un murmure a parcouru la salle. L'avocat de Denise griffonnait furieusement. Quand j'ai terminé, l'avocat de Denise s'est levé pour le contre-interrogatoire. Il était lisse et confiant, avec un costume coûteux et un sourire pratiqué. « Mademoiselle Dubois, n'est-il pas vrai que vous avez signalé ces prétendues violations seulement après avoir été réprimandée pour mauvaise performance? »« Non, ai-je répondu. Je n'ai jamais été réprimandée pour des problèmes de performance. » Il a consulté ses notes avec une confusion théâtrale. « Mais Madame Dupont indique qu'elle vous avait programmé pour un entretien d'évaluation le jour même après l'inspection. »« C'est exact. Donc, vous avez signalé ces prétendues violations juste avant un entretien d'évaluation qui aurait pu entraîner une sanction. » Il a interrompu. J'ai pris une respiration, refusant d'être déstabilisée. Les soi-disant entretiens d'évaluation étaient utilisés comme tactique d'intimidation. Et j'ai signalé des violations parce que j'ai été témoin du détournement de substances vénéneuses et de la compromission de la sécurité des patients. Vous avez considérablement bénéficié du retrait de Madame Dupont, n'est-ce pas? Sa voix dégoulinait d'insinuations. Promotion, augmentation substantielle, nouvelle autorité. J'ai accepté un poste que personne d'autre ne voulait dans une pharmacie en crise, ai-je corrigé. Le site avait perdu la moitié de son personnel sous la direction de Madame Dupont et faisait l'objet d'une enquête par plusieurs agences. L'interrogatoire a continué. Chaque tentative de saper ma crédibilité a été accueillie par des réponses calmes et factuelles. Lorsque l'avocate de Denise s'est finalement rassis, le président du conseil a demandé si j'avais quelque chose à ajouter. Je me suis tournée pour faire face à Denise directement pour la première fois. Je n'ai pas signalé de violation pour un gain personnel ou par dépit. Je les ai signalés parce que les patients étaient en danger et parce que mes collègues souffraient. Madame Dupont a créé des conditions où la dignité humaine fondamentale était niée au service des métriques et des profits. Certains légitimes, certains criminels. La pharmacie n'est pas seulement une question de pilules et d'ordonnances, c'est une question de confiance. Les patients nous font confiance pour leur santé, souvent leur vie. Madame Dupont a trahi cette confiance systématiquement et délibérément. Le visage de Denise est resté impassible, mais ses mains ont serré le bord de la table si fort que ses jointures sont devenues blanches. Le conseil a délibéré pendant moins de 30 minutes avant de rendre sa décision. Révocation de la licence avec effet immédiat, sans possibilité de rétablissement pendant au moins 5 ans. Le président a lu les violations étendues, concluant par la déclaration que les actions de Denise représentaient la violation la plus grave de l'éthique professionnelle que ce conseil ait rencontrée dans la mémoire récente. Alors que l'audience se terminait, j'ai rassemblé mes documents. Un étrange engourdissement a remplacé l'anxiété que j'avais ressentie plus tôt. C'était fini, non seulement l'audience, mais tout le chapitre. Dans le couloir à l'extérieur, j'ai entendu des pas derrière moi et je me suis retournée pour trouver Denise qui approchait, son avocat essayant sans succès de la retenir. « Tu es contente maintenant » a-t-elle sifflé, la voix assez basse pour que seul moi puisse l'entendre. « Tu as détruit tout ce que j'ai construit. » J'ai soutenu son regard fermement. « Tu l'as détruit toi-même, Denise. Une réglementation violée, un employé maltraité, une pilule détournée à la fois. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. » Sa voix tremblait de rage. « L'affaire pénale n'est pas ma préoccupation, » ai-je terminé pour elle. Ma préoccupation était et reste la sécurité de nos patients et le bien-être de notre personnel. Son avocat l'a finalement éloigné, lui chuchotant de toute urgence à l'oreille. Je les ai regardés partir, ne ressentant pas de triomphe, mais une certitude tranquille que justice avait été rendue. 6 mois plus tard, notre pharmacie a été reconnue par l'entreprise pour avoir les scores de satisfaction des patients les plus élevés et les taux d'erreur les plus bas de la région. Notre rotation de personnel avait chuté à presque 0. Julien a été accepté à l'école de pharmacie avec des recommandations élogieuses. Le programme d'éducation des patients d'Antoine a été mis en œuvre à l'échelle de l'entreprise. Et Denise, elle a plaidé coupable à de multiples accusations fédérales de détournement de drogue et de fraude. La sentence est le mois prochain, les procureurs recommandant une peine de prison substantielle.
Quant à moi, j'ai refusé l'offre de directrice permanente, choisissant plutôt de retourner à l'école à temps partiel pour terminer mon diplôme de pharmacienne, tout en conservant un rôle senior. La clé des toilettes est maintenant accrochée à un crochet ouvert près de la salle de pause, accessible à quiconque en a besoin, sans poser de questions. Un petit, mais significatif symbole de la culture changée. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas une question d'humiliation ou de rétribution. Il s'agit de reconstruire ce que quelqu'un d'autre a détruit, de remplacer la peur par la dignité, le chaos par l'ordre, le danger par la sécurité. Il s'agit de se tenir si fermement dans sa vérité que personne ne peut plus jamais vous faire douter d'elle. Si vous avez déjà été confronté à des abus au travail ou avez été témoin de violations éthiques, mais êtes resté silencieux par peur, j'espère que cette histoire vous donne du courage. Parfois, un appel téléphonique, un signalement, un moment de bravoure peuvent tout changer, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui sont affectés par un système brisé. Laissez un commentaire si vous avez déjà eu à faire un choix éthique difficile au travail et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la résistance à l'injustice au travail. N'oubliez pas, votre dignité n'est pas négociable et parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire est simplement de refuser d'être complice.